Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette troisième et dernière partie théorique concernant l'encapsulation. Donc on va faire cette partie les 7 heures et on va faire après ça un récapitulatif général. Donc on va considérer maintenant la classe non encapsulée suivante qui représente un produit de vente au détail. Okay. Donc on voudrait modifier notre modèle pour contraindre l'adhésion aux règles suivantes. Donc, un numéro de produit ici. On voit que notre produit, en fait, contient un numéro de produit, un nom et un prix. Évidemment, c'est un modèle extrêmement simplifié parce que si jamais vous entrez dans une base de données, dans un magasin, vous allez voir que les produits, il y a pas mal plus que 3 champs. Mais bon, pour simplifier les choses, on conserve uniquement un numéro de produit, un nom de produit et son prix. Donc, on voudrait modifier notre modèle pour contraindre l'adhésion aux règles suivantes. On veut que le numéro ici soit positif et immutable. Donc, une fois qu'un produit a un numéro, on ne peut plus le changer. On veut que le nom ici soit non nul, non blanc et immutable. Donc, une fois qu'on a un nom, c'est-à-dire le nom ne doit pas être nul, ne doit pas être blanc, et on ne doit pas pouvoir le changer. Évidemment, peut-être que dans la vraie vie, un nom de produit pourrait changer, mais là, pour simplifier les choses, on suppose que le nom du produit ne change pas. Finalement, le prix, lui, doit être positif et doit être modifiable, donc mutable. Okay? Donc, le prix peut varier dans le temps. Donc, la première chose à faire, si on veut rendre notre pouvoir encapsuler la classe, pour pouvoir contrôler les différents champs ici qui sont publics, pour pouvoir les contrôler, ça veut dire qu'il faut encapsuler notre classe. Donc, la première chose à faire pour encapsuler la classe, c'est d'utiliser des champs privés et d'ajouter des getters. Ça, c'est la première étape. Mais en faisant ça, là, notre classe devient totalement immutable. Okay? Puis nous, ben, c'est correct en ce qui concerne le numéro, le prix, etc. Mais on a d'autres problèmes. Il va falloir ajouter un constructeur parce que les produits sont pas tous créés égaux. Les produits sont différents. Donc, ça nous prend un constructeur pour gérer les différentes possibilités. Et on va avoir aussi un autre petit problème qu'on va voir lorsqu'on va vouloir modifier le prix d'un produit. Donc, en ce qui concerne notre produit, comme il y a différents produits, mais ça va nous prendre un constructeur. Okay? Donc, le constructeur ici, c'est le constructeur pour un produit. Notez que le constructeur est toujours codé dans la classe. Okay? Là, ici, ça paraît pas parce que je vous donne juste le code du produit, du constructeur, mais le constructeur se retrouve, c'est une méthode qui se retrouve dans la classe produit. Donc, un produit a besoin d'un numéro, d'un nom et d'un prix. Donc, la première chose à faire, c'est de valider les paramètres. Donc, dans ce qui nous concerne, on valide que le numéro est plus petit et pas plus petit que 0 et que le prix aussi, en fait, est pas plus petit que 0. Sinon, on soulève un argument out of range exception et on valide aussi que le nom n'est pas nul ou blanc. Sinon, on soulève un argument d'exception. Et une fois qu'on a fait la validation des paramètres, on peut les initialiser. Donc, l'initialisation, c'est facile, c'est tout simplement comme ça. Okay? Donc, un constructeur, c'est toujours la même chose. Un constructeur, ça sert à initialiser les champs d'un objet. La première chose à faire, c'est validation. La deuxième chose à faire, c'est initialisation. Okay? Mais, il nous reste un problème, c'est que notre prix est variable. Donc, étant donné que notre prix est variable, ça va nous prendre ce qu'on appelle un setter. Donc, un setter, c'est une méthode qui permet de modifier, ici c'est marqué sécuritairement, c'est ça qui est important, un champ privé dans une classe. Okay? Donc, ici, on a notre setter. Okay? Donc, notre setter, set prix, on passe le prix en argument. Et la première chose qu'on fait, comme dans le constructeur, c'est qu'on valide l'argument. Donc, on vérifie que le prix est positif ou 0. Okay? En fait, on ne veut pas qu'il soit 0, donc il faut qu'il soit strictement positif. Et sinon, on soulève un argument out of range exception, et après ça, on modifie notre champ en conséquence. Okay? Donc, voici un exemple d'utilisation pour un setter. Okay? Donc, on aurait notre main. On se crée un nouveau produit, le numéro 253. C'est une chaise qui coûte 34,99. Et ici, on modifie son prix, produit.setPrix. On le modifie à 29,99. Après ça, on affiche notre produit sur la console avec cette méthode-là ici.
Donc, dans ce cas-là, ça serait quoi la sortie du programme? Ben, ça va être le numéro 253, suivi d'un tiret avec le nom chaise, suivi de 2 points et du prix qui serait 29 et 99. Donc, parfois aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir dans une classe ce qu'on appelle des setters privés. Donc, un setter privé, c'est une méthode qui permet de modifier un champ, mais de manière sécuritaire à l'intérieur même de la classe, mais dans le but d'être utilisé par la classe elle-même, et non pas de l'extérieur. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet de rendre le code plus dry. Donc, dry, ça veut dire don't repeat yourself. Okay? Donc, par exemple, ici, on pourrait avoir 3 setters, un pour chaque champ. Donc, un setter pour le prix, un setter pour le nom, un setter pour le numéro, chacun avec validation et affectation, validation et affectation, validation et affectation. Et à ce moment-là, on pourrait simplifier le code du constructeur, ici, avec en appelant le setter pour le numéro, le setter pour le nom et le setter pour le prix. C'est pas toujours souhaitable de procéder comme ça. Ici, je dirais que c'est overkill, mais des fois, c'est utile. Donc, si on veut faire une récapitulation, donc, à l'occasion, on veut permettre une modification directe d'un champ dans une classe qui est encapsulée. Donc, pour faire ça, on utilise des setters. Okay. Un setter, ça permet une modification contrôlée et valide d'un champ. Il y a aussi moyen de définir ce qu'on appelle des setters privés, qui sont pour utilisation interne uniquement. Et alors, souvent, on va pouvoir utiliser ces setters-là dans le constructeur pour le rendre plus, peut-être plus simple à écrire et plus dry aussi. On va faire maintenant une récapitulation générale de la théorie. Donc, une classe est dite encapsulée lorsqu'elle possède aucun champ public. Okay. Donc, ça concerne tout autant les champs qui sont déclarés directement dans la classe que les champs qui sont hérités. C'est sûr qu'on n'a pas vu le concept d'encapsulation dans un contexte d'héritage encore. On va le voir dans un exercice ultérieurement. Donc, une classe qui est convenablement encapsulée dans la mesure où tous ses ancêtres le sont aussi. Okay. Donc, les champs qui sont constants ou read-only, eux autres peuvent rester publics. Donc, on a déjà vu les champs constants. Le concept de read-only, on l'a pas encore vu parce que c'est un concept intéressant, mais disons que ça met un peu de... Pour l'instant, ça cache un peu. Ça serait des considérations qui cacheraient un peu les arbres. Je veux pas que les arbres cachent la forêt. Okay? Donc, plus tard, on mettra ça read-only quand on aura besoin. Donc, l'encapsulation, s'accompagne généralement de getter, de constructeur et de setter. Okay? Donc, un getter, c'est une méthode qui permet d'accéder à la valeur d'un champ qui est privé. Un setter, en fait, qui est non public. Là. Un setter c'est une méthode qui permet de modifier de manière sécuritaire un champ qui est privé ou non public. Et en fait, les getters et les setters, ensemble, sont considérés comme ce qu'on appelle des accesseurs. Okay? Donc, un accesseur, c'est quoi? C'est une méthode qui permet d'accéder au champ privé d'une classe, qui normalement ne serait pas accessible de l'extérieur. Donc, un constructeur, c'est une méthode spéciale qui permet d'initialiser les champs, généralement privés, d'une classe de manière appropriée. Okay? Elle est automatiquement invoquée chaque fois qu'on appelle l'opérateur new. En général, le constructeur, qu'est-ce qu'il fait? Il valide d'abord les paramètres, puis ensuite il initialise les différents champs de la classe. Okay? Bien qu'on n'a pas vu encore ce cas de figure-là, une classe peut posséder plusieurs constructeurs différents s'il y a plusieurs modalités d'initialisation différentes possibles. On va voir ça plus tard dans certains exercices. Donc, une classe qui est auto-initialisée, okay, via ses champs directement, puis qui a juste une manière d'être initialisée, sans paramétrage possible, n'a pas besoin de constructeur. Après ça, un builder statique, okay, ça permet de remplacer un constructeur, mais c'est généralement plus complexe un peu à programmer. C'est pas exceptionnellement complexe, mais ça rajoute un peu de trucs. Okay? Donc, c'est ça. Mais l'avantage d'un builder, c'est que c'est plus polyvalent. Donc, un constructeur peut pas retourner directement une valeur, pas même void. Okay? Donc, conséquemment, ça a aussi une autre répercussion, c'est que si vous voulez que votre constructeur signale une erreur, vous pouvez pas retourner bool pour dire
j'ai une erreur. Il faut absolument lever une exception. C'est la seule façon de générer des erreurs dans des constructeurs, c'est grâce aux exceptions. Okay. Il y a plusieurs cas de figure qu'on n'a pas abordés dans ce document-là, okay, pour pas inutilement surcharger la présentation. Donc, on n'a pas abordé la notion de constructeur par défaut, qu'on va voir un peu plus loin. Le cas de constructeur qui serait pas public, qu'on va voir par plus loin aussi. Le cas d'un constructeur qui appelle un autre constructeur, que ce soit un constructeur frère ou un constructeur parent. Ça, on va tout voir ça dans l'exercice banque 1995. Donc, pour encapsuler convenablement une classe, okay, voici ce qu'il faut faire. Donc, voici ce qui est important à se rappeler. D'abord, privatiser les champs. Ensuite, ajouter des getters pour la plupart de ces champs-là. Ensuite, prévoir un moyen d'initialiser correctement les champs. Donc, ça se peut que l'initialisation correcte se fasse à moyen d'auto-initialisation si il y a pas de paramétrage nécessaire pour la classe, comme par exemple une banque ou une boîte de vitesse. Ou bien prévoir au moins un constructeur, ou bien au moins un builder. Okay. Mais c'est possible de combiner ces trois moyens-là. Et possiblement ajouter des setters, okay, mais uniquement si c'est nécessaire. On rajoute pas des setters pour ajouter des setters. Okay, des setters, on les rajoute juste lorsque c'est absolument nécessaire. Donc, pour des raisons de sécurité puis de prévention de bugs, est-ce qu'il faut nécessairement encapsuler toutes les classes? Bon, ceux qui connaissent un peu ma philosophie savent que, en général, puis en fait, dans la vraie vie, il y a rarement des règles qui s'appliquent en toutes circonstances. Okay, il y a des règles qui s'appliquent dans la plupart des circonstances, mais pas en toutes circonstances. Il y a toujours des exceptions. Okay. Donc, souvent, le gain qu'on obtient en procédant à une encapsulation vaut pas toujours l'effort qu'on consacre à cette tâche-là. Okay? Notamment, c'est le cas des classes de données pures qui sont stockées dans des bases de données. Okay? Donc, en général, si vous devez avoir ne serait-ce qu'une méthode, si vous voulez absolument placer au moins une méthode dans la classe, c'est un signe que, normalement, ces classes-là devraient être encapsulées. Mais dans le cas où vous n'avez pas l'intention de mettre aucune méthode dans la classe, moi, je considère qu'elle n'a pas besoin d'être encapsulée dans ce cas-là. Okay. Et voilà, c'est la fin.